dernier numéro de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi 17 janvier 2019. Nous en sommes encore à quelques jours de la fin, mais pour l'heure, profitons du temps qui nous est permis de partager ensemble avec beaucoup de bonheur. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour Marco. Bonjour Jolibéré, bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Alix, bonjour, ça va bien? Je vais très bien. Okay, vous êtes tout en beauté. Merci. Comme toujours, je profite de la vibration de votre énergie positive et on espère que vous aussi, mesdames et messieurs, vous en avez de l'énergie, comme toute l'équipe, toute la famille Matin Bonheur ici présentée, tout cela chapeauté bien sûr par Christelle Akoussa qui écrit et qui signe le volet technique de ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier et oui, le mois de janvier n'est pas encore fini. C'est la mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un sommaire pour cette émission. Ah oui, un sommaire et un planning très achalandé pour vous aujourd'hui. On aura plusieurs échanges, notamment pour l'entrepreneuriat, avec le coach Ina Kanouté qui a plusieurs cordes à son arc. Elle nous parlera du thème suivant, consommer les produits locaux pour booster l'entrepreneuriat. Comme quoi, il faut consommer made in chez lui, chez nous. Voilà. Et puis aussi, il faut consommer, mais tout en pensant au développement durable. N'est-ce pas, Cédric Lombardo? Il n'est pas là, mais je sais que d'où il est en train de répondre. Il est certainement sur sa moto, en train de venir de Bassam, en Trombe ou bien quelque part. En tout cas, on va parler avec lui de développement durable, innover pour un développement durable en Afrique. Il ne faudrait pas que le développement durable soit une vue de l'esprit dans notre continent. Il y a des gens qui bossent, qui travaillent sur le terrain afin que ce soit une réalité, n'est-ce pas, Alix? Exactement, et vous le dites assez bien parce que nous serons encore en compagnie de nos chers parrains de l'ANAGED. Avec eux, nous parlerons du nouveau mode de gestion des ordures. Ils sont sur le terrain, ils travaillent activement et le résultat est probant et se fait remarquer toujours. Et puis, on ne le dira jamais assez, hein, le climat, tout ça sera de mise dans tout ce qu'on va évoquer sur ce plateau de cet avant-dernier jour ouvré de Matin Bonheur. On va parler donc des maladies liées à la période de l'harmattan. J'ai eu des gens hier au téléphone de Korogo qui m'ont dit que là-bas, ça commençait à partir. Donc, il y a parfois aussi des poches de résistance. On va parler de toutes ces maladies-là qui nous fatiguent dans ce qu'on appelle communément l'hiver à l'africaine. Ce sera dans quelques instants, aux alentours de 7 heures, dans ce qu'on appelle communément ici le Money Time, avec le professeur Cyril Djibril, médecin épidémiologiste, gestionnaire du Centre des opérations d'urgence de santé publique à l'INHP. Et ce sera très intéressant, on imagine. Une tête bien pleine, effectivement, pour vous donner des informations précises. Mais aujourd'hui, 17 janvier 2019, des noms à célébrer aujourd'hui. Donc, Sainte-Roseline, bonne fête à vous. Et c'est pas tout. Voilà, Rosie, c'est comme ça qu'on les appelle. Ou Rosé, c'est comme ça. Voilà. Elles sont gentilles, hein, les Rosy, puis elles préparent bien, de toute façon. Vous en savez quelque chose? Oui, j'en sais, parce que j'ai une amie que j'aimerais saluer. D'accord. Madame Roselyne Bois, qui nous regarde. On lui fait un gros bisou. Voilà, coucou fidèle téléspectatrice de Matin Bonheur. Et à Amalbert aussi, Antoine, Pardon? Antoinette, Amalbert. Amalbert. Oui, aujourd'hui, célébré Amalbert, 17 janvier, Antoinette, Antonia, Antonin, Antonine, Bobolin, Gamalbert, Genou et Roselyne, pour clôturer ces prénoms à célébrer. Bobolin, oui. Bobolin. C'est pas les bobos du fin, Bobolin. Non, c'est juste Gamalbert, Genou, Roselyne. Genou. Bon. Genou. Enfin, faut pas avoir un talon d'Achille. 5h58, mesdames et messieurs, du côté de Koumassi, Remblai, où nous saluons un téléspectateur fidèle. Il s'appelle Moustapha Sinata, il est professeur. Vous savez pourquoi je dis son nom? Parce que chaque matin, à sa femme et lui, ils luttent pour savoir qui va aller déposer les enfants et ne pas rater Matin Bonheur. Donc, ils tirent pratiquement au sort. Et donc, quand on m'a passé le message, il dit, mais non, ça, il faut que j'en parle à la matinale. Oui, en tout cas, merci charmant. au couple. Ne vous battez pas pour Matin Bonheur. D'ailleurs, on va vous rencontrer ici pour vous réconcilier, pour qu'on sache qui va déposer l'enfant pour ne pas rater Matin Bonheur, ou vous envoyer des clés de l'émission pour que vous puissiez regarder et vous rattraper. On a toujours des solutions pour vous. Anniversaire aujourd'hui d'une grande dame, une grandissime dame, Michelle Obama. Elle est avocate américaine et on s'en souvient, c'est l'épouse de la personnalité politique Barack Obama. Elle fut donc première dame, First Lady. Et puis c'est le jour de naissance également d'une personnalité iconique et totémique du sport, de la culture, des Noirs en général. Mr. Cassius Clay à la naissance, mais Mohamed Ali, boxeur américain qui a fait vibrer Kinshasa et le monde entier. Et on ne l'oubliera jamais, jamais, jamais. Comme on n'oublie pas aussi dans notre conducteur qu'à ce moment-ci, du début de l'émission, on a le flash et il est là, grand boxeur amateur aussi dans ses débuts quand il habitait donc une zone qu'on va dire après. Mais il est là, c'est le journal qui a réussi donc à faire de lui ce formidable mec qu'on a aujourd'hui avec nous. Régis Kofi, bonjour, c'est le flash, c'est parti. Bienvenue à Matin Bonheur. Le point de l'actualité nationale, bonjour Marco, bonjour Alix, madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre.
Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel au plateau. La gestion des risques budgétaires, la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production alimentaire sont entre autres sujets abordés. Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 16 janvier, sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a arrêté des mesures fortes dans la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production. Suite à la diffusion d'une vidéo relatant les conditions insalubres de production de vin, les investigations d'usage ont été effectuées en vue de vérifier les faits et d'identifier les entreprises mises en cause. Il s'agit des sociétés MIB et MIBEN, sises à la zone industrielle de Koumassi, spécialisées dans le reconditionnement du vin importé en vrac sous le nom commercial Château de France. Au regard des conditions insalubres avérées de production et des conditions pénibles des travailleurs, il a été procédé immédiatement, suivant les procédures en vigueur en la matière, à l'arrêt de la production et à la saisie conservatoire de tous les stocks de produits finis. Aussi, compte tenu de la gravité des faits, le Conseil a arrêté les mesures suivantes. La suspension des activités des dites sociétés jusqu'à leur mise en conformité aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de fabrication du secteur. La suspension de toute campagne et spot publicitaire relatif aux produits des entreprises incriminées. La suspension de la mise en vente des stocks disponibles auprès des grossistes, demi-grossistes et détaillants jusqu'à ce que leur conformité aux normes soit prouvée. En outre, le Conseil a instruit le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de procéder à des opérations de contrôle et à des inspections des usines de fabrication de produits alimentaires et de prendre les dispositions réglementaires pour la mise en place de plans de maîtrise sanitaire au sein des entreprises agroalimentaires. Le Conseil a aussi décidé de la mise en place des mécanismes d'anticipation des recettes publiques pour réduire les risques budgétaires. Ce mécanisme prend appui sur un ensemble d'indicateurs pertinents infra-annuels qui permettra de suivre régulièrement les performances des entreprises en matière budgétaire, de gouvernance ainsi que d'endettement. Les indicateurs portent plus précisément sur le suivi rapproché de l'évolution de ces entreprises par rapport aux prévisions des chiffres d'affaires, des résultats nets, des charges et des investissements réalisés, mais également par rapport à l'application effective des textes légaux et à la mise en œuvre des meilleures pratiques relativement aux organes d'administration et de gestion des entreprises publiques. Dans le cadre de la resocialisation des jeunes, le gouvernement a autorisé la réhabilitation du centre de services civiques de Guinguirény dans le département de Boundiali. La Cour pénale internationale a suspendu hier soir la remise en liberté de Laurent Gbagbo après un nouvel appel formulé par le procureur. L'ex-président ivoirien avait été acquitté la veille d'accusations de crimes contre l'humanité. La Cour a donné jusqu'à aujourd'hui pour que la Chambre d'appel statue sur le dossier afin de rendre une décision définitive, probablement dans l'après-midi. Le gouvernement ivoirien s'est exprimé sur l'annonce de la liberté accordée mardi à l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, et Charles Blé Goudé, dans ce communiqué que je vous propose d'écouter. Mardi 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale, CPI, a rendu une décision portant acquittement et libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Dans les heures qui ont suivi cette décision, des manifestations localisées de joie, d'une part, et de désapprobation, d'autre part, ont été constatées dans certains quartiers d'Abidjan et quelques localités de l'intérieur du pays. Le gouvernement prend note de la décision rendue par la Cour pénale internationale. Le gouvernement prend également note de la décision du procureur de la CPI de faire appel de cette décision. Dans ces circonstances, le chef de l'État
et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Le gouvernement souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation de notre pays tel qu'engagé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers les actes forts qu'il a initiés dans le sens de la paix et de la réconciliation. Le président de la République et le gouvernement réitèrent leur volonté de consolider la paix, la cohésion nationale et le développement de notre pays. Ils appellent l'ensemble des populations au calme, au pardon et à la réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour faire face aux défis de son développement économique et social afin de continuer d'améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 6h30. A tout de suite pour le développement de l'actualité sur le continent africain. Merci Régis. Et nous, on poursuit encore au titre des célébrations d'anniversaire. On a d'autres personnalités iconiques de ce monde qui sont nées un 17 janvier, notamment Monsieur Jim Carrey, acteur canadien. On l'a connu dans plusieurs rôles, notamment le Grinch, celui qui ne voulait pas que Noël se fasse, ou encore le Masca, je suis Il a des grimaces de tonnerre, quoi. Ah oui, Lui hein. seul, il Et peut... même dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie. C'est-à-dire, ça lui colle à, on ne va pas dire à la peau, ça lui colle au visage, quoi. Ouais. Aux zygomatiques, il a toujours la grimace pour décanter une situation. Et puis également, anniversaire, on célèbre la naissance, un 17 janvier 1956, de Mr. Paul Young, chanteur britannique, que vous apercevez maintenant, chanteur iconique également de Grande-Bretagne. Et puis, un 17 janvier 1944, Françoise Hardy, la fameuse chanteuse de « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans les rues de Paris ». Et les yeux dans les yeux, et les mains... Et les Ok. yeux dans les yeux, on va revenir sur ce plateau. Ils s'en vont vers le sport avec le coach Nyamke. C'est parti, lui, fitness. il bouge de tous les côtés. C'est parti. Bonjour tout le monde et bon matin. Qu'est-ce que vous dites si je vous dis qu'aujourd'hui on fait une bonne petite session cardio avec un peu de coordination? Faut me suivre, ça sera 2 gros exercices d'enchaînement qu'on va répéter au fur et à mesure. On va faire ça 6 fois, donc 3 fois par exercice. D'accord? Alors, premier exercice, ça sera 4 coups de poing et 2 coups de pied. D'accord? On va aller ensemble. Dans 10 secondes, on se prépare. On met un pied devant. On met la garde. 5, 4, 3, 2, 1. On se met en position. Go. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On repart. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allons-y. 1, 2. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez. Bientôt fini. Ok. Prochain exercice, on va faire un squat. Levez le genou et tapez dans les paumes. D'accord? Je vais mettre face à vous. Allez, on repart. Go. 1. On change de côté. On va chercher. 2. On arrondit le dos, on va chercher. Petit squat, on va chercher. On vide l'air. Petit squat. Videz bien l'air à la montée. Tendez bien la jambe. Cherchez loin, loin, loin. Allez, courage. Parfait. Et on va donner que des coups de pied. Le même enchaînement du début, mais sans les coups de poing. Les mains au niveau de la poitrine. On met les pieds au même niveau. On cherche très haut. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, courage. Plus haut. On vide l'air. Jambes bien tendues. Fixez un point devant vous. Essayez de l'atteindre. Repoussez vos limites. Allez.
C'est le matin, il faut se bouger. Ok, on récupère. Prochain exercice. Toujours on part du même principe. On va ouvrir les mains, les coller, genoux, 2 coups de genoux. Allez go. 1, 2, on change de côté. On change de côté. On change. On va chercher. Allez go. On frappe, allez. Un coup de genou. Deuxième. 1, 2, on change de côté. 1, 2, change de côté. Allez go. Allez. Parfait. Maintenant on va ouvrir les mains. On va faire 4 coups devant, 2 coups de genoux. Allons-y, on ouvre les mains. 1, 2, 3, 4. 1, 2, l'autre genou. 1, 2. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Plus vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ok, on récupère. Toujours léger squat et coup de pied sur le côté. On part toujours du même principe. Allez, un peu de cardio. On tend le bras. 1, 2, 3, 4. Faites travailler tous les muscles du corps. 5. On touche la jambe. 6, 7. C'est presque fini. 8. Allez, courage. 9, 10, 11, 12, 13. On essaie 20. Allez, 14, on accélère. 15, 16. On se rapproche de 20. Ok, on a fait 16 répétitions. Un peu d'enchaînement. Ça vous a pas fait de mal. J'en suis sûr. Prenez soin de vous. Je passe l'antenne encore une fois à Marco. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Il est tellement fatigué qu'il a oublié de dire à Alix. Vraiment, ce matin, il est à fond. Il était à fond, là. Voilà, on espère aussi que vous avez suivi, hein, ouais, parce que c'est important. Moi, je connais des gens qui enlèvent tout dans le salon et puis qui s'y adonnent, quoi, franchement. Bah ouais, c'est leur instant fitness au sport de la journée avec Matin Bonheur, en tout cas. On prend plaisir à vous offrir cette capsule. Il est 6h12, mesdames et messieurs. Vous faites bien de vous réveiller avec nous et avec, bien sûr, toutes les rubriques que nous avons à vous proposer. Maintenant, là, tout de suite, on va donner la clé à Alix qui va démarrer. Bon chauffeur, ouais. Elle démarre, surtout qu'elle aime accélérer quand elle conduit. Non, Marco, non, mais c'est le point haut, c'est parti. Et voilà, accélération sur la première voie qui nous accueille, c'est le boulevard Lagunaire. Et voilà la nagette, le boulevard Latrier, la nagette qui est à pied d'œuvre avec son camion de balayage. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on les reçoit, donc ils vont confirmer. C'est synchrone, travail. Et puis le camion est vraiment un camion de dernière génération. C'est ça. L'échangeur de Marcory, tout juste à côté d'Anoumambo, le quartier des célèbres ambassadeurs de la culture ivoirienne, Magic System, non loin de la place Henriette Conan Bédier. Donc là, ça veut dire que tout est calme, tout est cool en ce moment. Il y a un petit trafic sous l'échangeur. Le matin est encore jeune quand même. Ouais, encore jeune. Et voilà, c'était tout pour ce point. Voilou. Qui dit voilou. Voilà. On y reviendra certainement, ne vous inquiétez pas, on va actualiser tout ça au cours de ce programme. Et pour l'heure, on reçoit avec beaucoup de plaisir notre coach Mariam Ina. Bonjour. Mariamina, ça sonne bien en plus. Oui. Mariamina, c'est joli Mariamina. Tout comme la personne, bien sûr, avec qui nous allons parler de consommer les produits locaux pour booster l'entrepreneuriat. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat. On incite beaucoup les gens à créer des entreprises, de tous ordres, alimentaires, textiles et tout. Mais derrière, il va quand même falloir qu'on commence à s'y mettre et qu'on soit incité à le faire. Parce que, voilà, moi je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, j'en encadre certains dans des incubateurs et l'une de leurs plaintes, c'est ça. On ne consomme pas suffisamment nos produits ici. Et ne pas consommer les produits de nos entrepreneurs, c'est comme... on le dit couramment, ta grand-mère fait les galettes et tu payes les galettes de la voisine. C'est compliqué, ça. Exactement. Non, du tout. Moi, je consomme assez de nos produits locaux. Alors, ce constat, il est dû à quoi? Pourquoi on n'est pas penché vers ce qui nous appartient? On a honte de nos produits ou pas? Le Made in.
de chez nous? Il y a plusieurs raisons. Déjà, les habitudes s'étaient installées parce que nous n'avions pas assez d'entreprises. Donc, et surtout dans certains secteurs, on n'est pas représenté, on peut dire. Mais ça commence à venir. Et quand ça vient, ces habitudes doivent être accompagnées. D'abord, il y a également la distribution. Donc, déjà que les produits soient disponibles un peu partout. Donc, ça demande beaucoup d'efforts des entrepreneurs, mais également des distributeurs et peut-être de l'aide de l'État. Ensuite, le packaging peut compter. Parce que les produits étrangers, on remarque qu'ils sont super bien présentés. Nos produits, nos entrepreneurs font beaucoup d'efforts maintenant, mais ce n'est pas toujours évident, ou ça ne l'a pas toujours été. Donc, il y a également un effort à faire à ce niveau-là. Ensuite, donner des habitudes de consommation. Déjà, le local n'est pas valorisé spécifiquement. On peut inciter à le faire et même faire des campagnes de consommation des produits locaux. Alors, moi, j'ai une question concrète. Des fois, c'est la faute aux décideurs politiques. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que je ne peux pas accepter, par exemple, que dans nos avions, de nos compagnies africaines, on a des plats européens. Franchement, moi, ça me gêne. Ce n'est pas du protectionnisme, mais vraiment, c'est du civisme ou de la fierté d'être... Parce qu'on a du cacao, du café, on a tout, et on a dans nos avions, dans nos salles de grandes réunions, dans des ministères et tout, il n'y a même pas un petit café label Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on doit appeler ça une honte ou bien une faute. C'est ça. Même quand vous dites qu'il y a du protectionnisme, mais pourquoi pas? Il faut peut-être le faire. C'est des produits fragiles. Aujourd'hui, il faut les mettre en avant. Et dans nos avions, dans nos ministères, mais même à la présidence. Quand on va au Maroc, le roi du Maroc, il sert le couscous marocain. Pourquoi quand on vient ici ou quand on va ailleurs, nous ne consommons pas nos produits? Pourquoi ne pas servir des produits du terroir à la présidence quand on reçoit des étrangers? Et un peu partout d'ailleurs. Et donc, oui, il faut inciter à le faire. On a heureusement un hôtel local dont on ne va pas parler qui privilégie les mets locaux et dans toute sa ligne. Et ça valorise tous les produits, pas seulement ivoiriens, mais un peu de toute l'Afrique. C'est déjà un pas, mais il faudrait que ces initiatives soient reproduites partout et que les États s'y mettent également. Et dans ce même cadre, on a des exemples qui font école, notamment au Mali, avec une jeune dame qui est revenue avec son produit Zaban, sans faire de pub, qui vraiment aujourd'hui s'implante sur tout le territoire et qui a réussi à faire adopter son produit au détriment même de d'autres grandes marques. Effectivement, il y a eu beaucoup d'aide, donc elle a fait beaucoup de promotions, son modèle. Il y a également un joli packaging, ça compte, comme je le disais, et aussi une très bonne distribution. Voilà, très bonne distribution. Et puis, c'est vrai, d'un côté, il y a la volonté politique qu'on décrit, qu'il n'y a pas souvent, mais aussi, quand il y a la volonté politique, il ne faut pas attendre aussi forcément qu'il y ait la volonté politique pour être prêt. Tout à l'heure, vous avez parlé de distribution. Combien de producteurs locaux, par exemple, moi, je tombe amoureux d'un produit et je veux le commander, si quelqu'un est milliardaire, il veut commander au moins 153 000 pièces en 10 jours. Est-ce que nos producteurs locaux peuvent le faire? Il faut savoir investir aussi. C'est vrai qu'il y a ce problème. Maintenant, on me dira, mais de la poule ou de l'œuf, lequel est le plus âgé? C'est ça le souci. Ils n'ont pas toujours une bonne capacité. Mais ils n'ont pas également une bonne capacité parce qu'on ne les consomme pas également. Si on les consommait plus, ils auraient plus de possibilités de demander, par exemple, des prêts et de faire de plus grosses productions. Le circuit de référencement aussi est très important. Également. Alors, en la matière, on a eu l'exemple, vous avez donné l'exemple du Mali. Au Sénégal, l'exemple d'un producteur de poulet. Et leur président est allé un jour, l'ancien président est allé un jour voir, mais vous produisez du poulet, pourquoi vous êtes encore petit depuis 70? Le producteur lui dit, mais nous, on n'est pas concurrents avec les poulets qui viennent de l'étranger. Ils sont plus chers. Nous, c'est produit localement, c'est de meilleure qualité, mais c'est plus cher. Et à partir de ce jour, l'État a pris la responsabilité de bloquer l'entrée des poulets étrangers pendant une période pour protéger cette industrie qui est aujourd'hui devenue une fierté du Sénégal et qui s'exporte dans toute l'Afrique. Il y a aussi peut-être d'incuber nos petites structures et de les accompagner jusqu'à un certain niveau. Là, c'est une vraie volonté qui a été manifestée ici pour mettre en avant les produits locaux. Mais à côté de ça, il ne faut pas rester aussi sectaire. Il faut peut-être s'ouvrir. Et pourquoi pas? Parce que les multinationales, elles ont déjà la logistique qu'il faut. Il faut peut-être aussi aller voir comment s'associer, mais garder son identité. Voilà. C'est clair, on ne va pas bloquer
les produits étrangers. Mais ce que je pense, et c'est l'autre volet peut-être, c'est qu'il faut aussi donner envie à la population de consommer les produits. Ça nous empêche peut-être d'être trop dans le protectionnisme. Si moi, je suis attirée par le café de la Côte d'Ivoire, par le chocolat de la Côte d'Ivoire, par le pain tissé du Burkina, par le zaban du Mali, je consomme au fur et à mesure, je crée de la valeur, que je sois consciente que chez moi, j'arrive à ajouter de la valeur, à créer de l'emploi, à créer de la richesse. Et ça, l'État est là, mais la population aussi doit être sensibilisée à consommer nos produits. Vous avez lâché un mot qui me plaît, c'est richesse. Richesse, j'aimerais y ajouter tradition. Parce que quand on fait tout ça, quand le produit local est prisé et mis en valeur, ça donne de l'argent au pays via le tourisme. Regardez aujourd'hui, tout le monde parle du fromage français, du vin français. C'est pas venu la gastronomie française à l'international. Et ça rapporte énormément d'argent à ce pays, à cette 6e ou 7e puissance mondiale, je ne sais plus. On doit pouvoir parler de l'attiqué ivoirien et du chocolat ivoirien. Il y a un homme politique qui en a parlé, tout le monde s'est moqué de lui. Alors que, bon, mine de rien, il avait raison. L'attiqué, aujourd'hui, l'attiqué, c'est une richesse. C'est une richesse qui doit s'exporter, qui doit se valoriser et qui doit avoir un label, à la limite. Parlons de label et puis de normes qualité aussi. Vous avez vu à l'instant dans le reportage avec le flash de Régis, on a eu plusieurs personnalités qui se sont fait l'écho d'une marque qui malheureusement, on n'a pas suivi la chaîne de qualité avec assiduité. Il faut qu'il y ait des mentors, mais derrière, il faut suivre aussi. Non, je suis bien d'accord. Mais encore une fois, ces entreprises doivent être aidées. Et pour qu'ils soient aidés, qu'ils puissent justement contrôler toute cette chaîne de valeur, ça demande un peu de moyens. Et ces moyens, on peut les mettre à leur disposition. On doit les encadrer également. Mais s'il y a une volonté politique de créer un label national, ça peut aider. Et parfois, on peut créer également des pôles de production pour que certains secteurs puissent bénéficier d'infrastructures de qualité et produisent ensemble des produits qui vont être revendus sous le même label. Et ça également, ça fait une coopérative et c'est une piste pour que des petites structures puissent grandir et pouvoir s'exporter. Et le rôle des médias dans cela est très très important. C'est la raison pour laquelle nous, à la RTI, nous sommes très à l'aise parce qu'on a une émission qu'on appelle Made in Africa, ici même dans ce studio, qui fait la promotion de tout ce qui est génie local de nos principaux différents pays africains. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on soit décomplexé. C'est ça, décomplexé. Qu'on soit décomplexé, nous avons aussi des produits de qualité chez nous et qui en valent la peine. On a oublié de les consommer à un moment donné, qu'on se rappelle que ça vaut la peine, qu'on se rappelle également quelque chose d'important, parce que même naturellement, les produits faits chez nous, on prend par exemple des fruits et des légumes, quand c'est fait dans ton écosystème, enfin, les fruits et légumes vont développer des enzymes qui combattent tout ce que tu as comme défi de ton écosystème. Par exemple, les mangues ou les ananas de la Côte d'Ivoire vont chercher à combattre la poussière, le soleil spécifiquement de la Côte d'Ivoire, ce qui ne sera pas le cas de pommes venues de l'Europe. Et aussi, toujours, j'insiste sur l'ouverture parce qu'on a tendance à s'y adonner dès qu'on a une petite star ou une grosse star qui commence à consommer, notamment dans la musique. C'est ce qui a fait le modèle du Nigeria. Quand un Américain joue de la musique du Nigeria, tout de suite, l'artiste, il boum, ça devient une grosse star aussi. Et également, on voit Beyoncé et Rihanna qui portent le pagne, et tout de suite on s'y met. On peut s'y mettre avant d'attendre. Moi je pense ça comme une injure, je m'excuse, parce qu'il ne faut pas attendre que... On a toujours cette... Faut pas être hypocrite avec ces produits. Il faut mettre ça en valeur pour que d'autres personnes puissent porter. Il ne faut pas porter parce que d'autres personnes mettent ça en valeur. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Nous qui devrions l'exporter. Il y a ce petit complexe-là. Et il y a toute une industrie, tant médiatique, tant stratégie marketing qui doit accompagner cela. Parce que des talents en Afrique, Dieu sait qu'il y en a. Vous allez dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Douala. De Douala, vous allez voir des personnes pétries de talent. Mais après, lorsque ces personnes ont un peu de succès, il faut avoir aussi des psychologues. C'est là où moi je parle au coach. À côté de ces personnes-là pour se maîtriser quand il y a un peu comment dire, de succès. Parce que dès le petit succès, après, on jette l'éponge. On se dit qu'on est arrivé, donc on ne se bat plus pour atteindre le high level. Alors que c'est très important parce que c'est ce qui va pouvoir faire la différence quand on veut exporter. Pour moi, aujourd'hui, le monde est prêt à consommer africain à tous les niveaux. Aujourd'hui, je disais, pour la petite histoire à quelqu'un, je discute avec les étudiants en Europe.
il y a très peu de Français aujourd'hui qui n'ont jamais goûté un plat africain. Et ils sont prêts aujourd'hui à le manger, à l'intégrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos produits sont attendus dans tous les domaines. Mais est-ce que nous sommes là? C'est ça la question. Est-ce que nous exportons nous-mêmes avec fierté? Est-ce qu'on fait la promotion de tout ça? Il ne faut pas trop vite se décourager également au moindre petit incident. C'est vrai, on dira que les banques ne prêtent pas, les banques n'accompagnent pas. Mais si on sait être fort, eh bien, on va augmenter ou créer de nouvelles subventions, par exemple, comme cela se fait dans des pays. Et également, dès le départ, avoir la vision d'exporter son produit. Donc, à partir de ce moment, la qualité qu'on va mettre dans le produit, le packaging qu'on va mettre sera déjà adapté à l'export et donc va nous ouvrir des portes. Viser l'international, viser donc la qualité. Et ne pas se décourager, on commence tout petit pour atteindre le haut de gamme, le haut niveau. Exactement, être persévérant. C'est ça. On sait être glamour, il faut savoir être glamour, c'est-à-dire on peut être africain. D'ailleurs, on est africains, les plus glamour, c'est les Africains. Regardez sur ce plateau, deux magnifiques dames. Si vous coupez le son, vous croirez mieux qu'aux États-Unis. Parce que non, on n'a pas de complexe. Regardez Alix, regardez le coach Ina Mariam. Est-ce que ce ne sont pas des femmes magnifiques qui peuvent passer sur tous les écrans du monde? Donc, à partir de ce petit postulat-là, imaginez les potentialités que nous avons en Afrique. Et on salue tous ces artisans-là de tous les pays d'Afrique qui nous suivent à Matin Bonheur. Il est 6h26. Merci coach Ina Mariam. Je vous invite maintenant avec nous à suivre donc, le journal, le flash de ce mid-term de Matin Bonheur. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, les régions du littoral et du sud forestier connaîtront un temps généralement nuageux avec des périodes de pluie sur le littoral. La bande centrale observera de la brume humide en début de matinée avant de faire place à un temps généralement nuageux. Le nord sera marqué par une atténuation des vents secs de l'harmattan. Pour les températures de la matinée, la maximale affichera 25 degrés. Dans les villes d'Abidjan ainsi qu'à Diaké, 22 degrés sont observés. À Bondoukou, Bouaké et Daloa, 23 degrés à Dimbokro. 22 degrés dans le Go, 21 degrés à Korogo. 10 degrés comme minima dans les villes de Mans comme celle d'Odiéné, 25 degrés à San Pedro. 24 degrés à Sassandra, 23 degrés à Tabou comme à Yamoussoukro. L'après-midi, l'entrée des vents humides jusqu'à la limite nord du pays favorisera l'atténuation de l'effet de l'harmattan au nord, au centre ainsi qu'à l'est. Au sud et à l'ouest, l'effet combiné de l'humidité et de l'insolation pourrait favoriser la formation de denses nuages qui donneront des averses avec des possibilités d'orage notamment sur le littoral et le sud forestier. Les températures de l'après-midi, on notera 32 degrés. À Abidjan, tout comme à Diaké, 35 degrés dans la ville de Bondoukou, ça sera la maximale. 34 degrés sera observé à Bouaké, tout comme à Daloa. À Dimbokro, on observera 35 degrés. 33 degrés dans le Go. À Korogo, on observera 35 degrés. 29 degrés comme minimal à Mans. 35 degrés à Odiéné. À San Pedro, on notera 31 degrés, tout comme dans la ville de Sassandra. À Tabou, on notera 30 degrés. Enfin, à Yamoussoukro, la température sera de 33 degrés. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. En démarrant bref, au Zimbabwe, au moins 3 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors des violentes manifestations qui agitent le pays depuis lundi pour protester contre la hausse brutale des prix des carburants. Les forces de sécurité kenyanes ont mis fin à l'attaque des islamistes somaliens Shebab contre un complexe hôtelier de Nairobi au terme d'un siège de près de 20 heures. Selon un dernier bilan, 14 personnes ont perdu la vie.
Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a rencontré à N'Djamena le président tchadien Idriss Déby, une visite qui intervient 2 mois après l'organisation à Palerme d'une conférence internationale sur la Libye qui avait été plombée par les divisions persistantes entre Libyens d'une part et entre pays tiers impliqués d'autre part. Le Ghana encourage sa diaspora à rentrer chez elle pour investir dans l'économie du pays. Reportage. C'est ce que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, voudrait faire de 2019. Pour convaincre la diaspora ghanéenne de rentrer au pays, il a annoncé de nouvelles lois pour faciliter la réinstallation. Dedo Azou est rentrée au Ghana en 2009, après avoir passé 11 ans au Canada. Depuis, elle a ouvert ce bar de thé à Accra, mais la réadaptation à la vie ghanéenne n'est pas facile tous les jours. C'est une bonne idée pour tout le monde de rentrer chez soi si l'on est du Ghana ou si nos racines sont ici. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de rester ici en ce moment. Personnellement, je ne pense pas que le pays soit stable financièrement. Les Ghanéens ne sont pas les seuls à être encouragés à s'installer ici. C'est le cas de toute la diaspora africaine et tout particulièrement des Afro-Américains. Pendant 3 siècles, la Côte de l'Or britannique, ancien nom du Ghana, a été l'un des points principaux de départ du trafic d'esclaves vers l'Amérique. Né aux États-Unis, Sikley Williams s'est installé au Ghana avec sa famille en 2017 après avoir visité le pays comme simple touriste. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que vivre en Afrique, et particulièrement au Ghana. Donc je pense que c'est très important que les gens viennent visiter le pays pour se faire leur propre idée de comment c'est réellement. Le gouvernement espère que cette année du retour fera mieux connaître le Ghana à travers le monde et aidera à relancer le tourisme, un secteur au potentiel immense, mais peu exploité. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'information. Je vous retrouve à 7 h pour le développement de l'actualité internationale. Exactement. À tout de suite, Régis. Et nous sommes déjà en compagnie de notre cher partenaire de l'ANAGED, M. Akichi Alain Roger est en notre compagnie. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je rappelle que M. Akichi vient à peine d'arriver en plateau parce qu'il était sur le terrain en train de superviser un constat. C'est-à-dire que le travail ne finit jamais, M. Oui. Akichi. Exactement. Ça ne finit jamais. Dans la salubrité, on ne se repose pas. Alors, qu'est-ce que la nouvelle donne continue? Il y a des choses positives qu'on voit dans tout le district d'Abidjan? Effectivement, le constat il est effectif. Vous savez que dans notre secteur de modernisation et de gestion de la filière des déchets, on ne peut pas cacher les choses du revers de la main. Soit c'est propre, soit ce n'est pas propre. En tout cas. Donc aujourd'hui, chaque Ivoirien, chaque Abidjanais a l'occasion d'observer, de constater avec nous que Abidjan commence à donner fière allure. Nous constatons que l'enlèvement est régulier en ce qui concerne les ordures, les abords des routes sont propres et c'est au grand joie de tous les Ivoiriens. Alors, de votre tour, quelle est la réaction des populations vis-à-vis de ce nouveau mode? Sur nos différentes plateformes, nous constatons que les Ivoiriens réagissent positivement. Effectivement, ils sont contents. Ils espèrent que cette nouvelle politique puisse être pérenne. Mais bon, nous leur assurons que la Côte d'Ivoire est rentrée dans l'ère de la modernisation, de la gestion de la filière des déchets. Et donc, vous avez constaté avec nous que nous avons changé de cap. Nous sommes maintenant à Kosiouin. Nous sommes au centre de valorisation et d'enfouissement technique des ordures. Aujourd'hui, la Kouedo, c'est une vieille histoire. La Kouedo est fermée. Nous avons des centres de transfert qui sont en construction, qui sont en point d'achèvement. Nous avons des centres de groupage. Nous avons les nouveaux opérateurs qu'on observe à Abidjan. Nous avons des bacs installés un peu partout. Nous avons des corbeilles installées aux abords des routes. Bientôt que vous allez mettre aussi à la RTI, tout ça? À la RTI, vous avez déjà reçu des poubelles. Regardez un peu dans la cour. Déjà, la RTI est déjà propre. Oui, la RTI a toujours été propre. Il faut le reconnaître. L'ANAGED vous a remis des poubelles à l'intérieur de votre institution. Oui, mais il y a aussi à la radio, au plateau. Bon, ça va se faire. Et puis les centres émetteurs à l'intérieur. Ça va se faire. Merci d'avance. Bien sûr. Alors donc, si on se fait un petit point, 2 mois après de présence concrète sur le terrain, vraiment les clignotants sont au vert. Effectivement, les nouveaux opérateurs sont en train de dompter l'agglomération abidjanaise. Ça, c'est le mot qu'il faut dire. Le début a été un peu difficile. Vous savez que tout changement
n'est pas facile. Voilà, depuis les indépendances, ça fait seulement que 2 mois que nous avons tourné la page, que nous sommes dans la modernisation. Et donc, je demande encore aux Abidjanais de prendre leur mal en patience. Il y a encore quelques zones des poches qui ne sont pas couvertes, mais je crois que d'ici peu... c'est dû à quoi, cette non-couverture-là? C'est dû à quoi? Effectivement, vous savez qu'Abidjan s'agrandit de jour en jour. Il y a des cités qui se créent, qui ne sont même pas encore répertoriées sur notre GPS. Et donc, nous sommes en train de faire la mise à jour. Et donc, nous estimons que d'ici peu, toute l'agglomération abidjanaise sera couverte. Et c'est aux grandes joies des Ivoiriens, des Abidjanais. Et cela suppose que nous rentrons dans l'aide de la culture de la propriété. Et donc, l'installation des corbeilles aux abords des routes devrait amener les Ivoiriens à comprendre que la rue n'est pas une poubelle et qu'il faut utiliser les réceptacles qui sont disposés de part et d'autre pour les ordures que nous avons en main. Justement, parlons de ces zones où l'ANAGED n'a pas encore déployé son dispositif. Il y a quand même de la production de déchets. Quels sont les conseils ou indications qu'on donnerait à ces populations? Mais je crois qu'il n'y a pas assez de zones qui ne soient pas couvertes. On peut dire, nous sommes au moins aujourd'hui à 90%. Hein. Les 10% vont se faire progressivement, mais bon, il y a des centres de groupage, il y a des lieux qui sont indiqués par les opérateurs pour que les ménages viennent déposer les ordures. Puis il y a aussi il y a des zones qui sont difficilement accessibles à cause de la route, à cause de l'état de la route. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. Donc, il y a encore des stratégies à mettre en place pour permettre à l'ensemble des Ivoiriens de pouvoir gérer correctement cette question des ordures à Abidjan. Monsieur Akichi, une journée au PC, racontez-nous un peu comment ça se passe. Une journée, il n'y a pas une journée ne démarre pas en tant que telle. Hein, elle est continuelle. Chez nous, c'est 24 heures sur 24. Il y a des rotations. Ce sont des rotations. 50 heures sur 24. C'est une rotation qui se fait et cela démarre d'abord par les équipes qui montent. D'accord. Voilà, qui se relaient, qui montent. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a 75% du travail qui est fait toute la nuit et il y a 25% dans la journée qu'on appelle le ratissage pour les quelques poches qui n'ont pas été réalisées la nuit. Et donc les équipes balaient les rues et se relaient. Et donc c'est un enlèvement qui est régulier. Et c'est aussi le curage des caniveaux. C'est aussi le balayage des rues. Et c'est tout un ensemble. C'est ce qui rentre dans cette culture de propriété qui montre la modernisation du système de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Et pour le balayage, le curage et tout, on voit, il y a plusieurs personnes qui sont habillées dans des tenues à l'effigie de soit Ecotiesa ou Urbuni qui sont déployées sur le territoire. Ce sont les personnes qu'on voyait avant en train de balayer là qui ont été intégrées? Bon, bien sûr que nous n'avons chassé personne. Hein. Cette nouvelle politique n'est pas venue pour arracher du pain, comme on le dit, hein, voilà, dans la bouche de nos dames. Elles ont été réintégrées, de même que les précollecteurs. Elles ont été réintégrées dans le nouveau système. Mais on a des balayeuses, on a des camions qui balayent les grandes voies aussi. On l'a vu tout à l'heure dans notre point. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qui présente aujourd'hui la nouvelle politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé des zones encore non accessibles parce que pas répertoriées dans le GPS. Concrètement, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui sont de ces zones-là, qui vous attendent impatiemment? Nous avons nos centres de réclamation, nous avons les contacts que nous laissons, nous avons la page Facebook, et donc nous avons le siège qui existe à Abidjan. Il suffit seulement de nous appeler, et donc tout se met en place. Surtout que les opérateurs sont en train de se déployer dans toute la ville, dans toutes les contrées, là, ce qui concerne l'agglomération abidjanaise. Donc il n'y a pas aujourd'hui véritablement des grandes zones qui ne sont pas encore couvertes, mais le travail se poursuit. Donc l'attitude à adopter par rapport aux précollecteurs qui viendraient réclamer de l'argent pour le ramassage, qu'est-ce qu'on Nous l'avons dit, hein, nous le disons, nous le répétons. Il faut le dire toutes les opérations, tout le service qui est fait par les nouveaux opérateurs, les services sont entièrement gratuits. Il n'y a rien à payer si vos ordures sont enlevées par Ecoti SA ou par Eco Uberuni ou par, comme je dis, les nouveaux opérateurs. Il n'y a rien à payer. Le dépôt des ordures, l'enlèvement, je dis et je le répète, le service opéré par les nouveaux opérateurs d'enlèvement des ordures est entièrement gratuit à Abidjan. Gratuit à Abidjan. Voilà. C'est entièrement gratuit à Abidjan. Alors, je rappelle les contacts, hein, mesdames et messieurs. Si vous avez des réclamations, si vous avez des suggestions ou si vous voulez dénoncer un comportement incivique, parce que ça fait partie aussi des missions, 47 14 0000 01 20 0000
56 50 00 00. Je suis gentil, je reprends pour vous, pour la Nagette, c'est nos partenaires. Il faut les bichonner tant soit peu. 47 14 00 00 01 20 00 00 56 50 00 00. Merci, monsieur Govoy. Merci. On rappelle rapidement les heures de sortie des ordures. Ben, les heures n'ont pas changé. 17h, 21h, c'est-à-dire la tranche entre 17h et 21h. Puis si vous n'avez pas pu le faire, 5h, 6h du matin. Voilà. En dehors de ces heures, vous gardez vos ordures avec vous en attendant Bien la prochaine conditionnées. heure. Bien conditionnées surtout. Merci beaucoup. Tout cela, bien sûr, en respectant l'environnement et tout ce qui est développement durable. Je parle sous le couvert donc du monsieur environnement et développement durable de Matin Bonheur depuis des années maintenant, monsieur Cédric Lombardo, qui va venir dans quelques instants. Le temps pour nous d'aller saluer toutes ces personnes qui nous regardent depuis Mankono, où il est 6h et passé de 40 minutes. Je vous amène à découvrir, ou du moins à redécouvrir pour certains, la danse département de Saralé, focus sur un jeu qu'on appelle le Kawapa Glissade. Voilà, on est en train de s'apprêter là. C'est très... Ça, on s'amuse, hein. On s'amuse dans nos... Kawapa glissade. C'est-à-dire on glisse, on s'amuse. Mais ce jeu, on le faisait depuis petit. Hein. Dès qu'il y a un peu de pluie, on remarque la maison d'un ami où il y a une terrasse et puis bon, il pleut de l'eau, il pleut pas. Voilà. Et puis en plus, le charme de ça, c'est qu'il y a toujours une chanson qui accompagne. On salue nos parents, beaux-parents, et qui nous regardent du côté de... Qui nous ont éduqués. De Mankono. C'est bien Mankono, voilà, Mankono. Salut la famille Fofana. Oui. Allez, la suite. La suite a déjà commencé, a déjà débuté. Il est installé et avec beaucoup de plaisir, on le reçoit. Cédric Lombardo. Un grand glisseur aussi, Kawapa glissade. Ah oui. Tout ça, c'est pour la bonne marche de l'environnement. Ça concourt en tout cas. Bonjour Cédric. Bonjour Alix, bonjour Marcelin. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Réunis de recevoir maintenant monsieur Environnement. Vous le savez, notre développement doit être durable. On dit souvent développement durable. Mais qu'est-ce que ça implique? Oui. Il y a certaines pratiques qui mettent en danger, il faut le dire, notre avenir et celui de nos enfants. Pour changer ces pratiques, vraiment, il y a des choses à faire, il y a du boulot. Nous poursuivons donc aujourd'hui sur notre thème, sur les innovations qui nous conduiront, on l'espère, on croise les doigts, vers un développement durable. Effectivement, et la semaine dernière, nous avions présenté quelques innovations de la Côte d'Ivoire dont nous espérons voir la réalisation cette année même, 2019. Et cette semaine, nous nous présenterons des innovations sur le continent africain tout entier. Absolument. Afin de pouvoir aussi toujours inspirer les réalisations qui doivent se faire sur notre pays. On essaye. Alors Cédric, est-ce qu'on peut rappeler le principe? Pourquoi innover pour un développement durable? Bon, moi déjà, je voudrais dire aujourd'hui qu'Alix a quand même innové avec son béret. Espérons que ça va inspirer aussi quelque chose en Côte d'Ivoire. Un béret durable. Il est de belle qualité. Très bien, oui. Alors, innover pour un développement durable, vous l'avez très bien dit, Marcelin, en entame, ça veut dire qu'on se rend bien compte que nos pratiques de développement ne sont pas durables. On voit les amoncellements encore, hélas, de déchets, malgré tous les efforts qui sont faits dans certains endroits. On voit l'érosion côtière, on voit la pollution, et ça ne peut pas durer. Et comme ça ne peut pas durer, il faut qu'on rentre dans un développement durable. Ça ne peut pas durer, ça veut dire qu'on doit changer nos pratiques. Donc, ce qui n'était pas bien, on arrête de le faire. On va innover pour faire mieux. Et donc, le thème de notre mois récurrent, c'est innover pour un développement durable, avec cette fois-ci des exemples du continent africain. Alors, en matière de développement durable, les Ivoiriens, ils sont-ils des innovateurs? Moi, je considère que l'Ivoirien est un innovateur. Parce que si vous regardez bien chacune des spéculations agricoles dans lesquelles nous sommes champions, anacarde, cacao, café, ça ne vient pas de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a apporté dans ce pays. On leur a dit, tu plantais autre chose, maintenant tu vas planter ça. Ils sont rentrés, ils ont compris les intérêts agricoles des différentes cultures. Ils sont rentrés dedans. Il y a eu des encadrements, des formations qui ont été mises en place. Satmassi, CIDT pour le coton, etc. Donc on est des innovateurs. La seule chose, c'est qu'il faut savoir identifier les pratiques,
passer les pratiques et accompagner aussi bien les artisans, les planteurs, etc., dans des pratiques durables. Alors, vous connaissez le sens pragmatique de notre plateau. Nul ne peut passer ici sans des choses pragmatiques concrètes. Alors, quelle première innovation, Cédric, avez-vous retenue sur le continent africain pour 2019? La première innovation, elle va se passer au Burundi. Donc, c'est l'illustration qu'on va lancer tout de suite maintenant. On parlera de régénération des paysages agricoles. Ben voilà. Alors, ce n'est pas vraiment une innovation parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc là, le président du Burundi va lancer la phase 2. La mission, c'est on veut adapter l'agriculture au changement climatique, on veut faire de la production sous couvert végétal et tenez-vous bien, il y aura un gain de productivité, une amélioration de production de 20% qui est attendu. Et donc cette fois-ci, ils veulent faire 90 000 hectares de terre, ils veulent encadrer 80 000 ménages et si on regarde les résultats de la phase 1, c'est possible parce que il y a déjà 4 000 hectares de terre qui sont gérés durablement dans ce pays. Il y a 9 600 foyers qui sont encadrés pour l'agroforesterie cacaoyère. Et quand on fait bien des choses, on les félicite. Vous voyez, médaille d'or 2018 de meilleur clearing house mécanisme et lauréat 2018 du prix national géographique Buffett 2018. Wow. Donc ça veut dire qu'on peut innover, on peut faire des choses et quand on a des champions, on les remarque tout de suite. Et sur le continent, il y a beaucoup d'inspiration, notamment avec ce qu'on vient de voir là. Alors, comment l'agriculture peut-elle régénérer le paysage nous concernant ici? Oui, absolument, parce que déjà, on voit bien que l'agriculture peut détruire le paysage. On a déjà vu la déforestation, l'agriculture sur brûlis, etc. Donc maintenant, en fait, la stratégie, ça va être justement de remodeler le paysage en associant certaines plantes entre elles. Et donc, quand on rentre dans une stratégie d'agroforesterie, par exemple, on va replanter des arbres avec des cacaoyers qui vont se situer entre nos arbres. Donc, automatiquement, ça va modifier notre paysage et ça va surtout recréer cet ombrage, cet environnement qui est nécessaire pour que le cacaoyer, qui n'est pas un arbre de plein soleil, retrouve tout ce qu'il faut pour s'épanouir, vivre plus longtemps, produire mieux pour les paysans. Alors, Cédric, c'est quoi l'agriculture sous couvert végétal? Alors, l'agriculture sous couvert végétal, c'est... les questions de Marcelin, ça. Vous voyez, chaque fois qu'on va lancer une pépinière, vous voyez, on plante des pieds et puis on met une petite protection contre le soleil, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, nos bébés plantes dans une pépinière sont trop fragiles pour être exposés en plein soleil. Et l'agriculture végétale, l'agriculture sous couvert végétal, ça veut dire qu'on va justement mettre des petites choses qu'on va planter qui vont accueillir les futures spéculations agricoles qui vont pousser. Et donc ça va augmenter la productivité. Parce que très souvent, quand on vient, on pique, on repique, on fragilise la plante, la production est moins bonne. Alors que là, l'astuce, c'est tout de suite, on la met dans un environnement, on lui crée son écosystème et elle va s'émerveiller et être productive dans tout ça. C'est beau, un bonheur. Comme un bébé, il faut en prendre soin jusqu'à ce qu'il devienne grand. Alors, si nous parlons à l'instant de déchets, la Côte d'Ivoire innove en ce moment. Oui. Qu'avez-vous trouvé en Afrique comme exemple promoteur pour cette année aussi? Alors, c'est un exemple qui est une innovation pour le pays du Kenya. Donc, vous savez, il y a une décharge anaérobie qui s'appelle Dandora, qui est vraiment, on l'appelle la dévoreuse d'hommes, tellement cette décharge est la plus grande d'Afrique, la plus... Bref, on arrêtera de mettre des superlatifs. Et à l'exemple des Éthiopiens, les Kenyans se sont lancés dans une démarche de production d'électricité avec les déchets. Donc c'est l'illustration qu'on va lancer tout de suite maintenant. Donc c'est Kenya, des déchets pour produire de l'électricité. Alors là, la mission, c'est quoi? C'est d'incinérer, de brûler ces déchets pour produire de l'électricité. Et ça sera la deuxième centrale du continent après l'Éthiopie, puisqu'en Éthiopie, on a déjà 25 MW de puissance installée qui fonctionne très très bien, qui est en opération. Là, les Kenyans vont partir sur à peu près 40 MW de puissance. Donc c'est quand même une belle, on parlera pratiquement de 354 400 gigawattheures de production chaque année dans le pays, et pour un coût de 197 millions de dollars. Et là, s'il y a toujours une facture qui va avec, et il le faut. Ça coûte et le projet devrait démarrer en juin 2019. Donc on espère que Dandora, la dévoreuse d'hommes, va disparaître à Nairobi pour devenir l'illuminatrice des hommes de Nairobi. Alors, on revient toujours au bon sens pragmatique. Comment fait-on de l'électricité avec des déchets? Je peux avoir un dessin, une feuille de papier. Un schéma, oui. On a deux familles de déchets. Si on prend les déchets organiques, pour ceux qui vivent aux abords de la lagune, par exemple, quand vient le temps des salades d'eau ou quand on arrive sur le bord d'une lagune qui n'est pas très très propre, on voit ces odeurs qui sont en train d'émaner. Or, ces odeurs signifient qu'il y a bien un gaz qui est produit. Donc, quand on part avec des déchets organiques, on fait fermenter, pourrir nos déchets organiques. Ce gaz-là, on va le capturer et s'il y a du méthane à l'intérieur, s'il y a vraiment un bon pouvoir calorifique, on va brûler ce gaz. Ce gaz
va alimenter une chaudière avec de l'eau à l'intérieur. La chaudière va créer de la vapeur va rentrer dans une turbine et ça va entraîner la turbine pour produire de l'électricité. Ça, c'est les déchets organiques. Maintenant, on a aussi des déchets solides, papier, plastique, carton, etc. Et c'est la même histoire. Si on les brûle, on produit de la chaleur. Si on produit de la chaleur avec de l'eau, ça fait de la vapeur. Et les femmes voient bien que quand la vapeur est un peu trop forte dans la cocotte. Dans la cocotte, merci, on voit le couvercle qui bouge. Et bien donc, il y a un mouvement qui va entraîner la turbine va produire de l'électricité. Donc, nos déchets peuvent être source d'électricité. Et résolver beaucoup de problèmes. Absolument. Notamment, pourrions-nous voir ici un tel projet se développant en Côte d'Ivoire? On a Nanaged qui tient un discours d'espérance. Même le dispositif dans la nouvelle centrale qui est mise en place par la Nanaged va justement valoriser une partie des déchets qui seront collectés pour l'autoproduction d'électricité. C'est-à-dire qu'on est dans une première phase où ils vont collecter, ils vont produire un petit peu de gaz et ils vont produire un petit peu d'électricité. Mais quand on se rend compte de la quantité de déchets qu'on a en Côte d'Ivoire, cette stratégie d'incinération pour produire de l'électricité est intéressante. Mais attention, quand on incinère, ça veut dire que l'on brûle. Quand on brûle, il y a des gaz qui vont être émis. Donc il faut que naturellement des filtres soient mis en place pour qu'on ne transforme pas une pollution visible en une pollution invisible. Donc ce dont on a besoin pour y arriver, c'est vraiment d'un engagement, d'une stratégie de collecte de ces déchets. Et vous savez, on a des déchets en Côte d'Ivoire qui sont invisibles, ce sont les déchets plastiques sous la lagune. Vous avez parfois jusqu'à 1 mètre de fond, je fais ça comme ça à la télévision, 1 mètre de fond de déchets plastiques dans la lagune. Ça, si on le collecte, qu'on le ramène, soit on le transforme en bassine, autre chose, soit on le brûle, on a des gisements d'électricité, d'énergie, de solutions qui sont enfouis sous notre belle lagune. Et on le constate, l'énergie est une des questions clés, vraiment, une des questions cardinales du développement durable. Alors vous qui arpentez, qui squattez, qui scrutez chaque fois tout ce qui est écologie, développement durable en Afrique, qu'est-ce que vous avez retenu comme innovation depuis que l'année a commencé? Alors l'énergie, vous l'avez très bien dit, c'est le cœur du développement. Si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas de force, on n'a pas de développement. Donc c'est toujours l'énergie qu'il faut arriver à traiter. Et là, on est parti en Tanzanie parce qu'il y a un projet de foyer pour la production d'électricité solaire, Et donc, c'est notre illustration qui arrive maintenant. 145 500 foyers producteurs en Tanzanie. Donc, en fait, ça, c'est fait pour les foyers qui ne sont pas connectés sur le réseau électrique, qui n'ont pas la chance d'avoir accès, par exemple, en Côte d'Ivoire à la CIE. Donc, on a besoin de petits panneaux solaires qui se mettent en place. Alors là, vous avez un investissement de 32,5 millions de dollars qui a été collecté en Tanzanie avec plusieurs banques d'investissement qui se sont associés à eux. C'est pour vendre justement ces solutions aux foyers non connectés, en milieu rural. Alors, il y aura de l'électrification. 8 500, 16 500, waouh! Par mois sur 3 ans. Pendant 3 ans. Ça fait rêver, hein? Toute l'astuce, elle est là. Toute l'astuce, elle est là. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va prendre le risque de l'investissement. Lui, il va acheter ses équipements, qui coûtent beaucoup plus cher que ça naturellement. Il va les vendre, entre guillemets, à des personnes qui, eux, vont les payer mensuellement. Comme on ne peut pas faire la dépense en une seule fois, à ce moment-là, elle sera étalée sur une longue période. Et c'est toute la stratégie qui est mise en place en Tanzanie. Et cet exemple-là, il existe déjà en Côte d'Ivoire ici? Alors, il existe déjà en Côte d'Ivoire, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais la dernière fois que je lisais des chiffres sur ça, on était à 23 000 foyers électrifiés en Côte d'Ivoire. Et même les prix que je vous ai indiqués tout à l'heure, on parlait de 8 500 francs à 16 500 francs CFA par mois. Comme les prix du Burundi ne sont pas encore mûrs, en fait, je suis parti prendre les prix de ce qu'on pouvait observer en Côte d'Ivoire. Donc, ces solutions existent déjà. Il y a déjà des paquets qui sont proposés. Et le plus intéressant, c'est que les personnes vont pouvoir acheter avec des paiements mensuels et donc pouvoir accéder à l'électricité sans souffrir ce gros investissement. Et si on regarde PEPT, le programme électricité pour tous, en Côte d'Ivoire, c'est presque la même chose. L'accès au compteur coûte cher, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement dit, tu viens, tu prends ton compteur, tu payes 1 000 francs pour le compteur, et après, chaque mois, à chaque consommation, tu vas rembourser progressivement l'achat du compteur et payer ton électricité en même temps. Ce sont ces petites astuces qu'il faut mettre en place pour donner de l'accès à tous ces bienfaits aux populations. Alors ces productions, Cédric, produisent de l'électricité pour les seuls besoins des foyers. Oui. Ça, on est d'accord là-dessus. Dans certains pays, ce que les ménages ne consomment pas, on a l'astuce, par exemple, de le vendre sur le réseau. Absolument. Est-ce que ça peut être possible chez nous en Côte d'Ivoire? Alors oui, c'est possible. Le principe est une grande simplicité. Ça veut dire que si le foyer est connecté au réseau de Côte d'Ivoire, ce qu'il n'est pas en train de consommer, on met des petites boîtes chez lui dans son domicile. Ce qu'il consomme, il le consomme, c'est parfait. Mais s'il y a un surplus d'énergie qui n'est pas consommé par la maison, automatiquement, ce surplus va se retrouver sur le réseau électrique de Côte d'Ivoire. Et donc là, en fait, on se retrouve avec, si on avait 5 millions d'Ivoiriens qui se lançaient dans cette stratégie, subitement, on aurait 5 millions d'Ivoiriens en train d'injecter 1, 2, 3 kWh sur le réseau.
Mais pour arriver à faire ça, il faut quand même d'abord, avoir un cadre législatif qui soit mis en œuvre. Donc en Côte d'Ivoire, loi de 2014, sur le papier, on peut le faire, mais on attend le décret applicatif. Quand le décret sera mis en œuvre, on a déjà fait un progrès par cela. On a fait un pas en avant. Quand le décret sera mis en œuvre... Je suis Marcelin Thomas. Saint Thomas. Il veut voir d'abord. Il veut voir d'abord. Oui. Ah là là. Mais c'est pour ça, avec son côté pragmatique, avec mon optimisme inébranlable, on va y arriver. Et ma tempérance au milieu. Alors, on l'a vu ici avec nos précédents intervenants, l'Afrique est un vivier certain d'inspiration, de talent. Quelle est la dernière innovation que vous avez repérée sur le continent, par exemple? Alors moi, c'est vraiment une de mes préférées parce qu'elle est d'une simplicité merveilleuse. C'est la production de charbon écologique. Donc, on va partir au Cameroun et là, vous allez voir que des femmes produisent du charbon écologique. Donc, ce sont des femmes qui viennent, qui sont en situation malheureusement d'abri humanitaire puisqu'elles ont dû quitter leur pays voisin qui est sujet à des difficultés. Vous savez, je suis poli, je ne cite pas le pays voisin. Donc ici, qu'est-ce qu'elles font ces dames pour trouver de l'emploi, pour gagner un petit peu d'argent? Elles sont en train de recycler tous les déchets végétaux. Donc là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont prendre des déchets de manioc, elles vont prendre des déchets de maïs, elles vont prendre ce qu'on appelle le bokassa. Vous connaissez cette petite herbe, donc le nom scientifique c'est herbe de Laos. Elles prennent tout ça, elles le font un petit peu brûler dans ce qu'on appelle une pyrolyse, donc c'est un mécanisme de cuisson qui est assez particulier. Elles vont rajouter à ce petit mélange une bouillie de manioc et quand elles ont terminé, elles ont réussi, elles font des petits paquets avec leur cuisson, leur préparation et en fait ça va devenir du charbon. Et donc avec ça, elles arrivent à produire pratiquement 300 kg par jour. Et donc, le prix de vente, Marcelin, le prix de vente 200 francs CFA le kilo, donc on est quand même dans des prix cohérents de ce qu'on voit dans le pays, et 6 000 francs CFA le sac de 30 kilos. Donc, elles ne sont pas en train de faire la déforestation, ces dames. Elles valorisent les déchets agricoles et grâce à ça, elles nous mettent en place des solutions d'une grande efficacité qui permettent de réchauffer un petit peu les foyers. Ça, c'est concret. Hein. Du Cameroun. C'est vrai que j'imagine que vous imaginez la question qui vient. Je pense que oui. Okay. Alors, je suis prêt. Alors, ce type de projet n'est-il pas une urgence en Côte d'Ivoire pour répondre à la déforestation? De couper du bois encore et encore. Pour répondre à la déforestation qui est très galopante et qui nous inquiète de plus en plus dans notre pays. Je rappelle qu'en les années 60, nous étions à 16 millions aujourd'hui, moins de forêts. Nous sommes à moins de 2 millions à peine. Un petit peu moins de 3 millions. 3 millions. Si. On est bon. Hein. Mais en fait, c'est avec tout le respect que j'ai pour nos amis charbonniers, les stratégies aujourd'hui de production de charbon en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, sont quasiment préhistoriques. On prend des arbres, on les coupe, on les abat, on les met sous des grands monceaux de sable, de sciure, etc. et on brûle tout ça. Alors que là, vous avez des dames qui sont en train de vous montrer. On récupère les déchets agricoles, on ne touche pas à la forêt et on arrive à produire des déchets. Donc oui, c'est urgent. Alors, il faut que les charbonniers s'engagent dans ces stratégies-là, parce qu'on ne parle pas d'investissement gigantesque. Il faut qu'ils se lancent et peut-être aussi qu'il faut qu'on les accompagne. Alors nous, on a vu encore sur ce plateau par rapport au charbon bio, qu'ici, on a des déchets aussi qui peuvent servir à cela. Il faut vulgariser. Absolument. Oui, c'est tout ça, parce que la dernière fois, on parlait de nos cabosses de cacao, par exemple. Nos cabosses de cacao, on prend la même histoire, cabosses de coco. Si vous brûlez quelque chose, que vous le brûlez en plein air, ça veut dire qu'automatiquement, tout va se brûler. Donc, on n'aura plus que les cendres. La cuisson pyrolyse, ça veut dire qu'en fait, on est en train de brûler quelque chose, mais à l'étouffer dans un bocal, entre guillemets, qui est fermé, avec un tout petit peu d'air qui va sortir. Donc, il ne restera que la chaîne carbone pure. On récupère cette chaîne carbone pure et en fait, on est capable de faire du charbon avec, sans toucher à nos forêts. Donc, c'est là où il devient très intéressant pour un paysan, quand il voit que les revenus de la production de son cacao n'est pas bonne, partez à la recherche de la valorisation de vos déchets agricoles, palmiers, EVA, cacao, coton, anacarde. Il y en a tellement en Côte d'Ivoire qu'on passerait des heures à les citer. Mesdames et messieurs, les décideurs, vous avez vu les décideurs africains, vous voyez que dans notre continent, on a des idées, on a des potentialités, on a des hommes, on a des femmes, au Cameroun, au Burundi, partout, que cela puisse faire école dans d'autres pays, qu'on ait un effet papillon, pourquoi pas, pour qu'un jour, Cédric vienne sur ce plateau et nous dise enfin, on y est tout va bien, tout va bien, tout va bien. Amen. Merci Cédric, très bonne journée à vous au nom de l'environnement et du développement durable. La semaine prochaine, on va vous retrouver, on espère, avec beaucoup de plaisir. Il est 6h58 du côté de Bassam, où il va partir maintenant, notre Cédric national. Et on va recevoir dans quelques instants le professeur Cyril Djibril. Il est médecin épidémiologiste, gestionnaire du Centre des opérations d'urgence de santé publique de l'INHP. Le thème avec lui, comment faire face aux maladies liées à la période de l'harmattan. C'est juste après ceci.
Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité internationale, à commencer par la France. La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Alexandre Benalla a repris du service hier avec les auditions de Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et Christophe Castaner, ainsi que pour la première fois Jean-Yves Le Drian, après de nouvelles révélations sur l'utilisation de l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron de passeports diplomatiques. Les déclarations de Patrick Stroda ne sont pas passées inaperçues. Suivez. À savoir que nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre. Et la première utilisation est du 1er août au 7 août. Et les autres utilisations s'étendent sur les mois d'octobre, novembre et décembre. Leaders frustrés ou manifestants désabusés, ils ont participé à l'essor du mouvement des Gilets jaunes dans l'Est de la France. Ils prennent aujourd'hui leur distance, parfois sous les insultes et les menaces. Regardez. Les Gilets jaunes, c'est terminé pour Céline Roy. Leader engagé, aujourd'hui désabusée. À Vesoul, c'est elle qui a lancé le mouvement du 17 novembre, mais une condamnation début décembre pour entrave à la circulation d'un train va la contraindre d'arrêter. Si je continuais, je risquais d'avoir une récidive et de partir 2 mois en prison. C'est peut-être pas l'idéal pour une mère de famille. Donc j'étais un peu prise, pieds et poings liés avec cette peine judiciaire. Son retrait est perçu comme un abandon pour certains Gilets jaunes. Les insultes pleuvent sur les réseaux sociaux. C'est facile de critiquer les gens et de les descendre. Il y en a qui ont pris ça pour une trahison, il y en a qui ont pris ça pour un mépris, alors que pas du tout. En fait, c'était pas du tout ça. Ce que je voulais dégager, c'était pas du tout ça. J'avais pas fait tout ça pour rien. Ça se passe bien ? À Dole, dans le Jura, même constat pour Fabrice Schlegel. Cet entrepreneur libéral affirmé a lancé le mouvement dès le 2 novembre. Mais critiques et menaces sont vite apparus pour cet ancien candidat malheureux aux élections départementales de 2015. De menacer une personne, oui, pour des idées qui sont différentes, alors que moi je prône que le respect, la tolérance, et je me suis levé pour défendre les plus faibles, oui, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Contre les violences et parce que les commerçants locaux souffraient trop des blocages, le Dolois n'a pas soutenu l'acte 6 du samedi 22 décembre. Moi j'en ai vite fait le tour, des ronds-points. De toute façon, c'est des situations immobilistes. Et qui est-ce qu'on va embêter si ce n'est le citoyen moyen? Fiers de leur engagement, Fabrice Schlegel et Céline Roy ont été rejetés par une partie du mouvement qu'ils ont contribué à créer. Sans doute dépassés par la tournure des événements, ils déplorent que les Gilets jaunes n'aient pas eu la volonté de se structurer encore plus et d'éviter les violences qu'ils considèrent inutiles. Moi, je pensais réellement qu'on pouvait avancer et faire avancer la chose avec le dialogue. Maintenant qu'on casse tout, et surtout pour tout repayer après, c'était pas dans mes objectifs, ça c'est clair. Céline Roy a perdu son emploi et son permis de conduire à cause de son engagement. Aujourd'hui, elle a rejoint la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, et n'exclut pas de se présenter aux prochaines élections municipales. Fabrice Schlegel espère encore que les Gilets jaunes vont se structurer, même s'il a pris ses distances. Tous deux vont suivre le grand débat national qui s'ouvre, sans trop y croire. La police israélienne a arrêté un avocat dans le cadre d'une enquête sur des allégations selon lesquelles des promotions auraient été accordées contre des faveurs sexuelles. L'avocat n'a pas été nommé et une ordonnance de non-divulgation couvre la plupart des détails de l'affaire. En Syrie, 16 personnes, dont 4 Américains, ont été tuées hier dans un attentat suicide revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. C'est l'attaque la plus meurtrière contre les forces américaines de la coalition internationale depuis 2014 dans ce pays. C'est la fin de ce bref regard sur l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve lundi. Demain, vous serez en compagnie de Abdoulaye Coulibaly. Exactement, Abdoulaye Koné. Abdoulaye Koné. Il sera avec nous, Mr. Friday, toujours présent pour l'information du vendredi. C'est la fin qui fait qu'il a dit Coulibaly, il est un peu fin. En plus, il revient lundi, donc vous imaginez qu'il y a du temps encore. Là. Il est content comme ça, oui. C'est le week-end en tête, en fait. Oui, le week-end en tête. Vous avez raison, vous avez bien raison, c'est mérité. Bon appétit pour le petit-déj tout à l'heure. Merci. Et puis demain, soutenez-nous de loin.
Il n'y a pas de problème. Soutenez-nous. Je me vais avec vous. Pour les amis demain. de 3h du matin. C'est Ah comme oui. ça qu'on s'appelle entre nous. Toujours, pour l'heure, il n'est pas 3h, mais il est 7h04 et nous partons pour notre élément. Vous savez, aujourd'hui, on parle des maladies liées à la période de l'harmattan. Cette période-là est une période où il y a plusieurs maladies qui surviennent. Mais pourquoi, comment et comment arriver à bout? On verra tout ceci avec monsieur Dr Cherif Djibril. Et à tout de suite. L'harmattan est un vent sec, à la fois froid et chaud, d'origine désertique, qui souffle sur une partie de l'Afrique, dont l'Afrique de l'Ouest, de décembre à mars, et est connu pour soulever de la poussière, installant ainsi un brouillard qui rend la visibilité difficile. Il s'agit d'une période ensoleillée, mais qui est aussi caractérisée par une intense fraîcheur. J'ai peur d'harmattan. Quand ça vient comme ça, tout mon corps devient plein. Donc j'ai peur de ça. À cause de ça, à cause d'harmattan, pendant la fête de janvier, Noël, je ne vais pas au village. Je ne supporte pas l'harmattan. Ça, il faut le dire, je ne supporte pas l'harmattan. Parce que quand moi j'étais à Boaké, j'étais dans le nord. En tout cas, c'était quand l'harmattan, quand la période arrive comme ça, j'ai toutes les difficultés. L'air en période d'harmattan est souvent chargé de particules poussiéreuses qui provoquent éternuements, maux de gorge, toux, écoulements nasaux et fièvre. C'est que ça crée quand même quelques désagréments, la grippe, le froid et puis certaines choses. Et quand l'harmattan s'en va, bon, tout redevient normal. L'harmattan, ça fait la donne la rhume. Que hier, ma grand-sœur même, je partais, elle était couchée, elle était enrhumée, elle avait le froid. Je l'envoie à l'hôpital, ils ont soigné et puis on est revenu à la maison. Alors, qu'est-ce qui fait que pendant l'harmattan, on est un peu plus malade que d'habitude? C'est d'abord dû à la composition de la poussière de l'harmattan. Parce que justement, en plus de composés végétaux et animaux qui se retrouvent dans cette poussière-là, on trouve également des microbes. Alors, qui dit microbes parle de bactéries, parle de virus, parle de parasites et parle de champignons. Ce sont ces microbes en suspension dans l'air qui provient de l'harmattan qui seront les sources des déconvenus au niveau respiratoire qu'on va observer dans la population. Il a été noté que certaines pathologies comme la drépanocytose, comme les rhumatismes, s'aggravent en période d'harmattan, tout simplement parce que les variations de température entraînent une constriction au niveau des vaisseaux sanguins. Et cette constriction des vaisseaux sanguins fait que les cellules concernées sont privées d'oxygène et ça entraîne également la recrudescence des crises drépanocytaires, des crises de personnes qui ont des rhumatismes. Ça irrite les bronches et ça déclenche les crises. Et quand c'est comme ça, les asthmatiques font des crises. Un asthmatique en crise, c'est quelqu'un qui a des difficultés à respirer. Quand il respire, on entend des sifflements. Et quand c'est comme ça, il y a un traitement qui est proposé. Face à ces maladies liées à la période d'harmattan, il est conseillé de se servir d'un cache-nez, de se prémunir contre le froid et à ce propos, éviter de se réchauffer près des foyers de cuisine. 7h08. Allez-y, continuez, le débat a commencé ici. 7h08 à Sidi Matiali. Si vous nous regardez de ce côté-ci, on espère que l'harmattan ne vous fatigue pas trop. Parce que généralement, dans la zone, vraiment, c'est pas facile. Oui. Docteur Cherif Djibril, il est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Je sais que vous n'êtes pas météorologiste, mais d'abord, vous venez nous dire ce que c'est que l'harmattan et puis qu'est-ce que ça peut provoquer après. Bon, très rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'harmattan est caractérisé par l'air sec et humide. Donc, les gens souffrent beaucoup de l'humidité et puis de la sécheresse de l'air. En gros, c'est ce qu'il faudrait pouvoir retenir. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque comme pathologie? Et au cours de cette période-là, l'air sec et humide fragilise les voies aériennes qu'on appelle les voies respiratoires. Donc, il y a des petites plaies qui vont se constituer au niveau de ces voies respiratoires-là, donc constituer la porte d'entrée de germes. Et ces germes-là, quand elles sont positionnées,
elles découlent sur quelle pathologie nommément, les maladies? Il y a beaucoup de pathologies, mais en Côte d'Ivoire, pour ce que nous surveillons, les maladies à potentiel épidémique, il y a 3 grandes maladies à potentiel épidémique que cette période-là est susceptible d'entraîner. Il s'agit notamment de la grippe, de la rougeole et puis de la méningite cérébro-spinale, qui est également appelée méningite purulente. Voilà. Et ça favorise aussi à côté l'asthme. Oui, en fait, ça aggrave. Ça aggrave. Voilà, l'asthme. Ça aggrave l'asthme. Alors, docteur, quand c'est comme ça, on a un peu peur là, tout de suite. La grippe, la méningite. La grippe, comment ça survient? La grippe, comment ça survient? On va prendre maladie par maladie. Il n'y a pas de souci. Spécificité et traitement. Bon, maladie par maladie, la grippe, atteint tous les sujets. Hein. Donc, elle est due à un virus qui est très mutagène, qui mute beaucoup. Et en fait, il y a beaucoup de virus au niveau de la grippe. Voilà. Et la plupart de ces virus-là, il y en a qui sont au niveau de l'homme dit saisonniers, mais il y a également des virus qui sont chez d'autres espèces qui sont susceptibles de contaminer l'homme. Ah bon? Mais dans la période d'harmattan, les grippes qui font beaucoup plus de cas de maladie, ce sont des grippes saisonnières. Voilà. Ce sont des virus saisonniers qui entraînent ce qu'on appelle la maladie. Ensuite, pour ce qui concerne la méningite, c'est une bactérie. Il y a un groupe de bactéries qui sont appelées méningocoques et il y a également les pneumocoques. Donc, ce sont ces bactéries-là qui infectent également les voies respiratoires et vont se loger au niveau des méninges. Donc, entraîner une suppuration au niveau de ces méninges-là et puis entraîner la maladie. D'accord. Ensuite, je vais revenir après sur les symptômes pour distinguer. Voilà. Okay. Ensuite, la rougeole également, c'est une affection par voie respiratoire. Mais ce qui est spécifique au niveau de la rougeole, elle atteint les sujets de entre 4-5 à 12-14 ans. En fait, ce sont la petite enfance et puis les prépubères. Voilà. Donc, ce sont ces 3 maladies-là auxquelles nous sommes confrontés en Côte d'Ivoire quand il y a l'harmattan. Et que nous appelons maladies à potentiel épidémique parce que ce sont des maladies qui vont entraîner un grand nombre d'autres cas. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, par des mécanismes, il va contaminer d'autres personnes et puis la maladie va se propager dans la population. Maintenant, quels sont les signes de ces maladies-là? Bon, la grippe est caractérisée par 2 signes majeurs. Il y a la toux et puis il y a la fièvre. Et puis à côté, la personne peut faire un rhume, c'est-à-dire le nez qui coule. Au niveau de la rougeole, c'est un enfant qui fait la fièvre, qui tousse, et puis il y a les éruptions cutanées. Au niveau de la méningite, il y a la fièvre. Chez les enfants de moins de 1 an, on va constater un bombement de la fontanelle. Donc, fièvre plus bombement de la fontanelle chez un enfant de moins de 1 an, il faut penser à une méningite. Chez les personnes de plus de 1 an, c'est une fièvre avec une raideur de la nuque. Mais dans tous les cas, ce que nous conseillons, c'est que devant la survenue de signes, il faut consulter rapidement à l'hôpital parce que le vrai diagnostic, c'est l'agent de santé qui va le poser. Okay. Donc, on a distingué les différents symptômes pour les différentes maladies. Ouais. Il faut aller rapidement au centre de santé. Et là-bas, la prise en charge, elle se fait comment? Bon, vous consultez un médecin. Et il va reconnaître les signes. Il peut vous demander, pour avoir beaucoup plus de certitude, ce qu'on appelle des examens complémentaires. Et lorsqu'il a la certitude, il vous prescrit les médicaments qu'il faut. Alors, on remarque, la grippe et la rougeole sont des maladies virales, c'est cela? Oui. Donc, le traitement est assez particulier. Oui. Il faut dire que pour les maladies virales, la plupart de ces maladies-là, il n'y a pas ce qu'on appelle de traitement spécifique. Ce n'est pas parce que ça ne se traite pas, mais il n'y a pas de traitement dit spécifique.
Donc, lorsque ces maladies-là surviennent, qu'est-ce que l'agent de santé fait? Il traite les signes qui surviennent. Si vous avez la toux, nous avons donné des médicaments pour la toux. Si vous avez la fièvre, on va donner des médicaments pour la fièvre. Si vous avez un rhume, on va donner un médicament pour le rhume. Ensuite, lorsque tous ces symptômes-là commencent à être contrôlés, l'organisme lui-même reprend son droit sur le virus et puis l'élimine. D'accord. Il faut savoir aussi que ces maladies-là sont contagieuses. Très contagieuses. Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas propager à grande échelle avec son environnement? Il faut dire que pour ces maladies-là, il y a ce qu'on appelle les préventions. Donc, le ministère de la Santé préconise un ensemble de mesures à travers l'Institut national d'hygiène publique. Il y a ce qu'on appelle les mesures pharmaceutiques et puis il y a les mesures non pharmaceutiques. Les mesures pharmaceutiques consistent essentiellement à la prévention par la vaccination. Et ces vaccins-là sont disponibles, plus ou moins accessibles au niveau de l'Institut national d'hygiène publique dont le siège est à Treichville, mais également au niveau des antennes de l'Institut. Il y a à Abidjan l'antenne de Cocody-Bingerville, l'antenne de Yopougon, l'antenne de Port-Boué, l'antenne d'Abobo. Et puis, il y a 26 autres antennes à l'intérieur. Donc, nous sommes suffisamment représentés au niveau du pays. Donc, les populations peuvent se rendre dans ces antennes-là pour demander à se faire vacciner. Il faut dire que ces vaccins sont payants, mais je n'ai pas les coûts. Ils pourront appeler un numéro qu'on pourra laisser afin de pouvoir avoir les coûts. Alors, on va parler un peu de... On a parlé des 3 maladies en question, et puis aussi on a parlé de l'asthme, que cette période-là favoriserait. Alors, comment ça se passe concrètement? Comment préparer, je prends un exemple banal, un enfant à quelques semaines ou quelques jours de cette fameuse saison de l'harmattan? Comment on prépare un enfant ou un adulte? Est-ce qu'il y a des prédispositions particulières à avoir? On parle de beurre de karité à frotter dans le dos, la plante des pieds, la poitrine, tout ça. Des astuces de grand-mère. Des astuces de grand-mère. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a des choses concrètes, cartésiennes, venant du médecin qu'on peut avoir. Ce que nous pouvons nous proposer, c'est de se faire vacciner. Voilà, de se faire vacciner. Tout le monde n'a pas les moyens de se faire vacciner. Il y a des mesures, donc je reviens sur les mesures de prévention. Ouais. Il y a les mesures, ce qu'on appelle non pharmaceutiques. Lesquelles? Voilà. Et il y a d'abord, comme mesure, c'est l'hygiène de la toux. Il faut apprendre à tousser. Voilà. Il faut tousser dans des mouchoirs propres ou jetables. Dans le coude. Ou dans le pli du coude. Il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Si vous n'avez pas de savon, vous pouvez utiliser de l'eau et de la cendre. Également, on peut utiliser les solutions hydroalcooliques. Voilà. Mais maintenant, pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent porter des masques. Dans des pays, les gens le font très bien, c'est ce qu'on appelle les masques chirurgicaux. Vous portez votre masque. Et ça, c'est des pays à fort taux de pollution. Hein. Bon, au-delà même de la pollution également, il y a les précautions qu'on prend. Je suis malade, je me protège afin de protéger l'autre. Voilà. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas tomber malade? J'ai parlé de l'enfant, par exemple. La prévention. On sait que l'harmattan va arriver, l'enfant qui va à l'école, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Qu'est-ce qu'on met dans son sac? Comment on l'habille? Comment on l'habille? Bon, sur le repas, je ne suis pas diététicien, donc je ne peux pas vous dire clairement ce que quelqu'un doit manger au cours de cette période-là. Mais pendant la période de l'harmattan, il faut s'habiller et il faut être au chaud. Surtout protéger la poitrine afin d'éviter de prendre froid. C'est surtout cela. Maintenant, il faut boire également beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Lorsqu'on se sent fatigué, il faut se reposer. Voilà. D'accord. Le cycle de la vie fait que chaque année, c'est sûr qu'on aura l'harmattan qui va arriver. Ainsi, la vaccination, la durée, elle est de combien? On est protégé sur combien de temps? Immunisé? La vaccination confère l'immunité, mais ces immunités-là ne sont pas acquises pour ce qui concerne les maladies dont nous parlons de façon définitive. Pour la grippe, par exemple, chaque année,
Et il faut faire le vaccin. Parce que, comme M. Gouvel l'a dit tout à l'heure, la grippe, le virus de la grippe est un virus qui mute fréquemment. Donc, chaque année, il y a un nouveau vaccin. Et la grippe tue, hein, soit dit en passant. Oui, oui. Toutes ces maladies sont très dangereuses. Je reviendrai là-dessus. Chaque année, il faut faire le vaccin contre la grippe. Pour la rougeole, les enfants, dès 9 mois, ils font le vaccin. Et puis après, avant d'entrer à l'école, c'est-à-dire 4-5 ans, ils refont une autre dose. Voilà. Donc, qui est supposée, je l'appelle, protéger pendant toute la vie. Voilà. Pour la méningite, c'est une dose tous les 3 ans. Une dose tous les 3 ans. Ça, c'est très important. On espère que vous notez ça, mesdames et messieurs, oui, dans vos différents calepins, surtout pour nos enfants qui souffrent des affres de ces maladies-là, surtout dans ces périodes d'harmattan. Les salles d'attente des médecins sont hyper pleines. On parle de grippe. On va revenir sur le volet dangereux de la grippe. On a tendance à négliger cette maladie et pourtant, elle peut tuer. Ah oui. Je dirais comme ça que souvent, lorsque vous avez un ami qui ment beaucoup, ou bien lorsque la police a un criminel qui sévit, chaque fois qu'il y a une nouvelle, c'est-à-dire vous entendez un scoop d'un autre ami, vous lui dites, on dirait que c'est M. X qui vous l'a dit. Parce que c'est lui qui a l'habitude de mentir. Voilà. Mais c'est ce qui se passe également pour les maladies fébriles. Au niveau de l'Afrique ici, surtout nous qui sommes dans la zone tropicale de l'Afrique, on a tendance à tout mettre sous le dos d'une maladie telle que le paludisme. Oui. Dès que quelqu'un fait la fièvre, il dit j'ai le paludisme. Alors que toutes les fièvres ne sont pas du paludisme. Et souvent, des gens peuvent mourir. Je ne dis pas que le paludisme n'est pas l'affection je m'appelle prépondérante en Afrique au sud du Sahara. Mais je dis qu'il y a d'autres affections fébriles qui sont graves et qui entraînent la mort. Notamment la grippe. Lorsque vous faites la maladie, vous développez une fièvre, vous êtes enrhumé, vous toussez. Ça, ce n'est pas du paludisme. Si vous ne vous reposez pas bien, si vous ne buvez pas assez d'eau, si vous ne vous traitez pas bien, cet état-là peut se décompenser. Vous pouvez rentrer en insuffisance respiratoire aiguë. Et donc, vous ne pouvez plus bien respirer, vous manquez d'air, vous tombez dans un coma, vous mourrez. Le postulat, il est clair par rapport à la grippe. Et vous avez parlé de paludisme, parce qu'il y a certains sujets, il ne faut pas faire l'amalgame, qui commencent par le palu, il y a l'angine et il y a la grippe. Ce triome-là, pourquoi cette corrélation entre les trois? Bon, je dis souvent aux gens que quand quelqu'un a le palu, il ne tousse pas. Il ne tousse pas. Il n'est pas enrhumé. D'accord. Donc, si vous êtes... voilà, parce que souvent, quelqu'un vous dit je tousse, j'ai fait la fièvre, j'ai un palu. Non. Le palu, il a ceci, la grippe. Dès que vous toussez, cela veut dire que vous avez quelque chose au niveau de vos voies aériennes. Donc, qui irrite ces voies-là. Le germe du paludisme ne se situe pas à ce niveau-là. Donc, si vous toussez et que vous êtes enrhumé, c'est que vous faites une autre maladie qui n'est pas le paludisme. Donc, ne nous mettez pas tout sur le dos. Il ne peut pas avoir de concomitance. Si. Surtout, une maladie, là je tiens à le dire ici, une maladie peut commencer par une affection, en fait un groupe de maladies peut commencer par une affection virale et puis se terminer par un autre type d'affection qui peut être bactérienne ou parasitaire. Donc, quelqu'un fait la grippe, mais puisque cette grippe-là va entraîner une diminution de son immunité, donc effectivement, il peut développer secondairement à cette grippe-là, bien concomitamment même à cette grippe-là, un paludisme. Et tout cela est dû au préalable au traitement. Si ce n'est pas traité, on peut dégénérer jusqu'à cela. Oui, vous pouvez même commencer, vous pouvez même, je rappelle, être sous traitement. Donc commencer votre grippe et puis avant même qu'il n'y ait le traitement, comme je vous l'ai dit,
chaque sujet est différent. Si vous avez une charge parasitaire énorme, dès qu'il y a un affaiblissement de votre organisme, vous pouvez développer chaud campel. Alors, docteur... D'où l'intérêt de se rendre dans l'hôpital. À côté de tout ça aussi, on nous signale aussi les yeux. C'est vrai qu'on parle de certaines maladies, mais au niveau des yeux, au niveau de la peau, il y a certaines choses qui sèchent. Oui, en fait, la sécheresse... Les lèvres qui se fendent. Même les pieds, la plante des pieds. Non seulement l'air, il est sec, et puis il est chaud, il est humide. Voilà. Donc, et ça charrie parce qu'il y a le vent, beaucoup de microbes, beaucoup de spores. Donc, pour les personnes qui sont sensibles, lorsque ils ont ces spores-là en face ou bien d'autres je m'appelle germes dedans, ils peuvent développer la conjonctivite. Voilà. Qui est également une affection qui est tout aussi contagieuse. Voilà. Maintenant, il y a aussi des personnes qui sont très sensibles. Dès que la température varie et la peau sèche, il y a les craquements au niveau des lèvres et puis voilà. Ce qu'on appelle communément dans nos pays d'Agbé, pour être complet sur le sujet. Alors, docteur, si moi, j'applique un massage régulier à mon enfant dans le dos, sur la plante des pieds, sur la poitrine, et que je lui mets des chaussettes avec un vêtement chaud, est-ce que je fais bien? Oui, vous faites bien. Vous faites bien, parce que maintenant, le massage chaud, il est caractérisé par quoi? Qu'est-ce que vous prenez pour masser votre enfant? Du beurre de karité? Oui, c'est un produit. Du beurre de karité de Bundiali, par exemple. Tant que cela est fait et que l'enfant peut rester suffisamment au chaud, moi, en tant que médecin, je n'ai pas de problème. C'est une indication partielle, mais après, il faut toujours se rendre à l'hôpital. Voilà, mais il ne faut pas dire que c'est le médecin qui a dit de pomader. Non, là, je parle en prévention. Voilà, si vous le faites comme ça, que ça marche. Il faut que ce soit, par exemple, c'est mécanique, quoi. Voilà. On approche de l'harmattan, donc chaque soir, j'applique ça, voilà. Ça c'est bon. Parce que quand vous appliquez, par exemple, cette huile-là, ça permet de protéger la peau de l'enfant contre ces intempéries-là. Ça, c'est important. Voilà. Il faut aussi de temps en temps se pomader. Il faut s'hydrater la peau, hein, c'est important. Et boire beaucoup d'eau. Oui. Boire beaucoup d'eau. Merci beaucoup à vous, docteur Chérif Djibril. Je rappelle que vous parliez bien sûr de ce qui nous fait peur en période d'harmattan, ce qu'on appelle notre hiver bizarre à nous. Ça commence bizarrement aussi par H, l'harmattan. On a parlé donc de la grippe, de la méningite et de la rougeole, et sans oublier que cela favorise certaines pathologies, donc comme l'asthme, et puis aussi c'est pas bon pour les yeux et pour la peau. En tout cas, on vous souhaite d'être bien dans votre peau, toujours en regardant RTI 1. Ciao, ciao.